Ce n'est pas du tennis, ce n'est pas non plus du squash. Le padel se joue à 2 contre 2 avec un filet et des vitres comme limite de terrain. Ça s'est beaucoup popularisé en Espagne. En Espagne, il y a plus de licenciés padel que tennis. Donc c'est très important là-bas. Et chez nous, ça commence à arriver petit à petit. D'abord dans les grandes villes et puis ça commence à se démocratiser un petit peu plus de partout. La raquette est plus petite et plus lourde qu'une raquette de tennis, mais le comptage des points est identique. Comme pour un match de tennis, il faut gagner 6 jeux pour gagner un set, avec tie-break à 6-6. Et si on arrive à un set partout, on fait un super tie-break en 10 points pour se départager. Rien ne sert de taper très fort, le padel est plutôt un sport tactique. Il faut jouer plus stratégique, pas forcément frapper plus fort, mais il faut plus placer les balles au bon endroit. C'est vachement sympa, ça donne un esprit d'équipe, c'est différent du tennis un petit peu. Et puis ça permet d'aborder une tactique différente. Et on joue un peu moins en force qu'au tennis, on peut un peu plus prendre son temps parce que quand la balle touche le sol, si après on la laisse revenir contre la vitre, on a un peu plus de temps pour s'organiser. Et pour moi, c'est plus stratégique, plus tactique que le tennis. Le tennis club d'Andrézieux-Boutéon a ainsi ouvert la semaine dernière ses 2 cours de padel, accessibles à tous les curieux. On commence à essayer de former un petit peu les petits, les adultes, tout ça, tout le monde y goûte. La plupart des gens sont agréablement surpris et apprécient. Donc on espère que ça va bien se populariser dans le département. Après le tennis, le badminton et le squash, le padel est le nouveau phénomène des sports de raquettes. Ludique et convivial, il pourrait bien faire de plus en plus parler de lui. C'est une belle fin, ça n'était pas gagné d'avance. Il y a tout juste 20 ans, le maire de l'époque, Georges Vianès, et moi-même qui était son adjoint à la culture, on a appris que le château de Voltaire, propriété privée, allait être mis en vente aux enchères chez Christie's. Vous imaginez bien que celui qui aurait été racheté, ça aurait été un trafiquant d'armes ou un richissime russe quelconque. Donc il a fallu se battre très vite, se battre par tous les moyens. On y est arrivé finalement, on est heureux que ce soit le cas, on est heureux qu'à un moment l'État français ait pris le relais et je dirais ses responsabilités. Et aujourd'hui, 20 ans après, le château est enfin à la disposition et du public et des voltairiens qui sont nombreux dans le monde. Voltaire, quand il est arrivé à Ferney, il a trouvé un tout petit hameau et il a développé ce petit hameau. Il en a fait un lieu de prospérité agricole, mais également au niveau des manufactures, les basses soies, l'horlogerie. Donc ça a été une aventure pour Voltaire, ce petit coin de territoire de France. Et donc le destin de Ferney-Voltaire est lié quelque part à celui de Voltaire. Et la rénovation du château est une excellente nouvelle pour la ville et pour les Fernésiens. Et j'espère pour les Gessiens dans tout leur ensemble. Alors je vais répondre franchement, oui. C'est déchetterie, oui, tout à fait. Vous aussi, vous êtes peut-être habitué à jeter votre mobilier usagé, votre grille-pain défectueux, sans penser à le réparer. La France est encore à la traîne au niveau du recyclage des déchets, mais les mentalités progressent vite pour la réparation et le réemploi des objets. Le réflexe est encore de jeter et d'acheter neuf. La faute à l'obsolescence programmée, interdite en France mais toujours bien présente, et aussi parce que les circuits du recyclage sont mal connus et que la facilité, c'est de jeter. En Auvergne, Valtom est la collectivité en charge du traitement des déchets ménagers. On a pour objectif de traiter les déchets, mais aussi de faire de la prévention, de la réduction des déchets en amont. Donc c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on a voulu mettre en avant tous les acteurs du réemploi, de la réparation et de la réutilisation sur le département pour sensibiliser les personnes sur le fait que on n'est pas obligé de jeter sa machine à laver quand elle est cassée, on peut la réparer, ou si on n'en veut plus, on peut l'amener à des ressourceries qui peuvent la réparer et la revendre à moindre coût, ou à d'autres associations qui peuvent aussi en faire profiter à d'autres personnes qui en ont besoin. Pour expliquer cette démarche et sensibiliser le public, Valtom organisait ce mercredi le village Les Beaux-Airs sur la place de Jode à Clermont-Ferrand. Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable, ce village vise à faire connaître les alternatives pour réparer, réemployer et réutiliser. Pour l'occasion, 17 structures associatives ou professionnelles se sont donné rendez-vous, comme ce créateur de papier recyclé, cette bourse aux livres ou ce réparateur de vélo. Je regarde un petit peu comment il fait, mais c'est surtout pour qu'il me donne des conseils sur l'entretien et qu'il me fasse des petites réparations qui me permettent de continuer de l'utiliser. J'ai pris des grands classiques, Scott Fitzgerald,
Et là où je suis très contente, c'est que j'ai trouvé 2 petits sampés. Rien n'est simple. Autre acteur présent, essentiel de l'économie verte et solidaire, les ressourceries. 3 étaient présentes sur la manifestation pour montrer leur nouveau savoir-faire. On refabrique des pièces qui sont cassées ou perdues pour prolonger la vie des objets. Comme ce petit bouton là, c'est un client qui avait une radio années 40 où il manquait 5 boutons. Il avait le dernier et on lui a refabriqué les 5 boutons manquants. Comme ça, la radio est réutilisable à 100%. Pour toute question sur le recyclage, la création ou la réparation de vos biens, vous pouvez trouver des informations sur le site de valtom63.fr ou sur Facebook à la page Local Poubelle. Opération immersion chez les commandos montagne. Aux avant-postes, caporal-chef Fourcade, sergent Worley, caporal-chef Théo. Comme vous savez, on a fait la forêt, la route ici. Bah, reviens, prends la route. Et là, il faut qu'on refasse pareil. Biathlètes, alpins et snowboarders de l'équipe de France de ski ont enfilé leur treillis pour se frotter aux entraînements quotidiens de l'élite des soldats de montagne. Nuit d'observation dans un trou de fortune, exercice de tir, franchissement d'obstacles. Durant 4 jours, ils ont enchaîné les missions et rien ne leur a été épargné. On ne dort pas beaucoup et puis voilà, on sort de notre zone de confort, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire notre petite sieste et tout. Et voilà, c'est ça qui est vraiment dur pour nous. Après, physiquement, ça va. On ne sait pas l'étape suivante, mais on y va et on fonce. Avec le sourire en plus. Ouais, pour l'instant, c'est mieux. On verra si on va le garder. Une motivation à toute épreuve, mais un sourire parfois de courte durée. Après une marche de plusieurs kilomètres, un parcours commando attend les 20 champions. Escalade, tyrolienne, descente en rappel, combat en corps à corps. Une épreuve chronométrée pour renforcer l'esprit d'équipe et la cohésion. Ça nous sort un peu de notre confort et puis en plus de ça on est par équipe donc forcément on a envie d'être à bloc tout le temps, de ne pas décevoir les collègues et de donner le meilleur de nous-mêmes. Pour nous, c'est vraiment des exemples d'engagement, de détermination et puis de bravoure, de courage et d'entraide. Qu'ils soient sur des skis ou déployés sur des zones de conflit, sportifs et commandos montagne sont souvent confrontés à l'attente et au stress. Les pousser dans leur retranchement, bousculer leurs repères, les objectifs du stage n'ont donc pas été choisis au hasard. Ils ont une vie très, très organisée, très planifiée. Et aujourd'hui, pour leur donner un petit peu des armes, des atouts un petit peu différents pour gérer certaines phases des compétitions internationales, dont le stress, des phases d'attente aussi, parce que quand il y a du mauvais temps, des fois ils attendent avant de faire la manche ou autre. Donc ça leur donne justement des outils et puis des moyens de réagir différemment que de ce qu'ils font habituellement, quoi. Épuisés mais fiers, nos champions ont tous passé la ligne d'arrivée et décroché leur médaille d'or. Un engagement et une volonté de fer et d'acier qu'ils pourront mettre à profit lors des prochaines compétitions. Alors en fait, ici, vous allez retrouver les 522 licences des 522 joueurs qui ont disputé au moins 1 minute en match officiel depuis 1950. L'Olympique lyonnais a désormais son musée. 1300 mètres carrés lui sont dédiés dans l'enceinte du Grand Stade à Dessines. On y retrace l'histoire du club, la grande comme la petite. C'est une expérience incroyable, on va vous faire entrer dans un vestiaire avec des grands joueurs. Vous allez vivre ce moment-là, vous nous direz ce que vous en pensez. On va trouver des documents insolites, on va trouver des commissions de discipline des années 50 qui sont très drôles. On va retrouver des buts et des buts que personne n'a jamais vus. Et ça, il y en a quasiment 1h30. Et on va retrouver des émotions et parfois on va retrouver aussi ces émotions d'enfants. On a l'impression qu'on est dans le club, ça y est, enfin on rentre dans le club. Et je pense que c'est quelque chose qui manquait, mais là en plus c'est vraiment... j'en ai vu des musées de clubs, j'en ai vu pas mal. Celui-là, franchement, il tient la route à tous les niveaux. Au total, 6 millions d'euros ont été investis pour ce musée de l'OL, dont une subvention d'1,5 million d'euros de la région. Oui, parce que derrière, il y a tout un travail éducatif qu'on veut mener. On veut faire en sorte que les scolaires puissent venir. On veut faire en sorte que des clubs amateurs puissent venir. Et donc autour, avec l'OL, on va enclencher tout un travail pédagogique. De pouvoir s'inspirer d'un certain nombre de valeurs qui ont guidé cette création et puis aussi de la citoyenneté, parce que c'est le maître mot de ce que l'on trouve d'une part dans le musée, mais aussi dans l'académie et la fondation. Le tarif de la visite du musée varie de 5 à 15 euros.
Oui, bonsoir Sébastien, je me trouve en ce moment juste à l'extérieur des portes du Majestic, troisième lieu du troisième temps fort donc de la venue de Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur, aujourd'hui à Chamonix. Le ministre est venu donc en fin de matinée avec une grosse heure de retard, normal pour un ministre vous me direz, pour fêter et célébrer les institutions françaises de montagne, le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne qui fête cette année ses 60 ans, le SNISAG, le Centre national d'instruction de ski d'alpinisme de la gendarmerie qui fête, elle, ses 30 ans cette année. Bref, de nombreuses célébrations comme Gérard Collomb l'a rappelé il y a quelques minutes à peine lors de son discours. Je vous laisse l'écouter. Oui, célébrer ces anniversaires, c'est d'abord se rappeler du sacrifice de tous ces hommes. Je mesure donc quels peuvent être les sentiments des gendarmes qui ont perdu un frère d'armes, des épouses et des enfants qui ont perdu un mari, un compagnon, un père. Soyez sûrs que vos sentiments, l'ensemble du ministère de l'Intérieur, la partage avec vous en ce jour. Aussi, je veux aujourd'hui exprimer toute ma gratitude à chaque association, à chaque homme et à chaque femme qui s'engage pour les secours en montagne. Après une cérémonie militaire, le ministre de l'Intérieur a ensuite assisté à une démonstration de secours en paroi avant de monter sur scène pour son allocution. Toutefois, aucune annonce particulière n'a été faite par le numéro 3 du gouvernement, même si au sein des instances chamonniardes, on ne s'attendait pas à de grands bouleversements pour autant. Des annonces, non, nous on suit l'évolution quotidienne de la gendarmerie nationale et puis nous, plus particulièrement dans les PGHM, on ne s'attendait pas à des annonces, voilà, la vie suit son cours, on s'inscrit dans une continuité à travers nos anciens, à travers la continuité dans l'évolution technologique, comme il l'a rappelé, la formation, donc non, c'est un témoignage. Une visite au pas de course donc et qui s'est poursuivie cet après-midi à Annecy avec la visite du commissariat de police que nous vous ferons suivre dans un autre reportage, mais ça c'est pour l'édition de demain soir.